Bonjour à tous, désolé pour ce contretemps, on est vraiment désolé. J'espère vous avoir tous récupérés et merci d'être venus pour ce nouveau Humans Matter sur un sujet fondamental, la mesure et le développement de la capacité d'agir. Nous sommes ravis de vous accueillir chez Humans Matter, une entreprise de design cognitif animée par un collectif de 120 personnalités et nous agissons sur le facteur humain pour provoquer l'évolution durable des comportements dans le travail, la santé et l'éducation. Alors, ce Humans in Motion clôture la campagne lancée en septembre 2021 sur les différentes façons de prendre soin de la santé et de la performance mentale, ressources essentielles pour relever les enjeux de transformation et de transition. Nous y avons partagé des retours d'expérience en s'appuyant sur la formation, le co-développement et l'entraînement des compétences sociales que vous pourrez d'ailleurs retrouver en replay sur notre site humansmatter.co. Nous savons que le contexte inédit que nous vivons depuis 2 ans maintenant avec le Covid, sans compter les derniers événements en Ukraine, a un impact fort sur les entreprises et notamment sur la santé mentale des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nos recherches et nos collaborations avec nos clients et nos partenaires issus du monde de l'entreprise, mais aussi de l'éducation et de la santé, nous ont permis d'identifier la capacité d'agir comme la ressource essentielle à développer pour faire face à ces nombreux défis. Nous sommes aujourd'hui capables de la mesurer et d'en orienter le développement aussi bien au niveau individuel que collectif, ce qui est véritablement inédit. En effet, Humans Matter a créé un ensemble d'outils rassemblés dans un modèle permettant de mesurer et d'agir sur la capacité d'agir, cette compétence complexe du fonctionnement humain qui s'incarne dans tout projet visant à renforcer un passage à l'action durable et une évolution positive des comportements pour soi, les autres et le monde. 1h15 pour découvrir et comprendre en quoi mesurer la capacité d'agir des individus et des collectifs devient un véritable atout pour demain. Et pour nous accompagner, je vous présente nos 4 intervenants avec le slide qui doit venir maintenant. Attendons que le slide arrive. Voilà, les 4 intervenants. Donc, Stéphanie Chalvron, qui est docteur en psychologie cognitive, senior data scientist chez Humans Matter. Thierry Pic, professeur à l'EM Lyon et cofondateur de Act for Talents. Alexandre Bossier, designer collectif chez Humans Matter. Jonathan Kremer, directeur associé chez Humans Matter, et moi-même, qui animerai le fil rouge pendant ce webinaire. Alors, on a un agenda qui est prévu en 4 parties. Voilà. Donc, la première, pourquoi mesurer et développer la capacité d'agir? Thierry Pic sera interviewé par Alexandre. Comment mesurer la capacité d'agir? Stéphanie sera interviewée par moi-même. Puis Alexandre et Jonathan vous présenteront l'observatoire dynamique et nous finirons par des questions-réponses pour aller jusqu'à 10h30 et tenir nos délais. Voilà. Alexandre, je te laisse la main pour interviewer Thierry. Oui, alors Thierry, je pense que tu es arrivé. Je sais qu'on mange un peu sur ton agenda avec d'autres choses, donc on va essayer de faire ça rapidement et de rattraper le quoi. Pour ceux que ça intéresse, de toujours comprendre ce qui s'est passé. Notre hypothèse, c'est qu'on s'est fait hacker l'événement. Vous avez vu des commentaires arriver. Et à mon avis, LinkedIn a bloqué la diffusion du fait qu'on se soit fait hacker. Donc voilà, désolé pour ça. On avait choisi cette option parce que effectivement, c'était la plus simple, la plus pratique, mais elle est venue avec ses inconvénients et on les a subis. Mais donc, merci de continuer d'être là avec nous. Je vois que Thierry vient d'arriver et on va pouvoir donc discuter ensemble une dizaine de minutes pour avoir son avis et son témoignage donc, en tant que professeur de management à l'EM Lyon, d'ancien directeur académique et directeur d'innovation pédagogique et aussi fondateur d'Act for Talent. C'était sa vision finalement de l'évolution des compétences et l'évolution aussi on va dire des critères ou des facteurs de performance au sein des organisations. Donc Thierry, merci d'être là. Alors, on voit juste un petit peu le haut de ta tête, si tu veux. Voilà, super. Merci Thierry. Ouais, pardon, j'ai un problème de vidéo. Je suis désolé, je suis en train on te voit bien. de me reconnecter.
et moi, je ne vois pas du tout où je me vois. Donc, voilà, vous me dites, je suis sur mon téléphone, malheureusement. Donc, ouais, on te voit, ça va aller comme ça. Merci, parfait. merci pour ta disponibilité et ta flexibilité aussi. Donc, voilà, quelques questions pour ne pas te prendre trop de temps, mais donc, tu as beaucoup travaillé sur la notion de performance, hein, parce que le dernier ouvrage que tu avais publié était voilà, sur l'art de la performance sur différents secteurs. Voilà, comment est-ce que, pour toi, cette notion de performance est en train d'évoluer? Et peut-être, voilà, qu'est-ce qui la détermine aujourd'hui et à quoi, toi, au niveau plutôt éducatif, dans l'enseignement supérieur, mais aussi en parcours exécutif pour les managers, à quoi tu es de plus en plus attentif? D'abord, cette notion de performance, moi, je trouve qu'elle s'est complexifiée et elle a de multiples dimensions. Pour aller très vite, elle est à la fois quantitative mais qualitative. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le sport ou la musique qui sont dans des performances qualitatives qu'on ne peut pas mesurer en mètres ou en centimètres. Elle est complexe car elle dépend à la fois des individus, des équipes et évidemment de l'organisation. Elle intègre le résultat, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, mais aussi le process. On peut avoir gagné un match en jouant très mal ou avoir perdu un match en jouant très bien. Elle est bien sûr située dans le temps. On parle de performance durable, ponctuelle. Elle peut être économique, sociale, sociétale, environnementale. On le voit bien dans l'entreprise. Donc voilà. Et puis elle pose la question de l'éthique, évidemment. Est-ce que c'est la performance à tout prix, réussir à tout prix? Quels moyens, quels impacts? Voilà. Donc on est sur une relativité croissante de cette notion de performance, avec du coup la question des systèmes de mesure, qu'est-ce qu'on mesure et comment, et puis cette nécessité de se mettre d'accord, donc d'établir des conventions qui sont toujours situationnelles, être clair sur les indicateurs. Et donc, pour moi, la performance est une construction sociale. Donc, elle est ce premier constat, notamment vis-à-vis des étudiants qui seront des futurs managers ou dirigeants, moi, m'incite à les apprendre à questionner cette notion de performance, à pas la prendre comme acquise avec uniquement le petit bout de la lorgnette autour d'une performance business, économique, court terme, etc. Elle incite aussi à se questionner sur la responsabilisation et le souci des impacts. Voilà, il n'y a pas de performance à tout prix. Donc, quel est le coût de la performance, le coût humain, le coût énergétique, le coût environnemental, etc. Et puis, attentif à cet alignement. C'est-à-dire que est-ce qu'on est d'accord à un moment donné, dans un collectif donné, dans un contexte donné, donc d'une convention sociale et un partage collectif de ce qui permet tous aller dans le même sens, en fait. Et donc, la performance est le démarrage, finalement, d'une vision commune de qu'est-ce qu'on veut ensemble. Alors, tu dis souvent, parce qu'on a eu l'occasion de beaucoup échanger ensemble autour de ce projet de l'Observatoire, mais aussi d'autres. Et puis, moi, il y a une phrase que tu m'avais dit plusieurs fois et qui m'avait marqué, c'est tu dis souvent voilà, qu'il faut en fait apprendre à agir pour penser plutôt que penser pour agir. Et donc, est-ce qu'il y a des freins que tu peux observer sur l'adoption de cette approche agir pour penser, qui voilà, n'est pas forcément très commune dans nos mondes, peut-être. Oui, on a toujours appris qu'il fallait effectivement bien penser avant d'agir. Alors, je ne veux pas non plus être trop caricatural en renversant complètement. Je pense que c'est une boucle courte entre agir, penser, penser, agir. C'est-à-dire que l'action doit nous amener à la pensée. Attention, agir ne veut pas dire s'agiter quelque part, sans réfléchir. Mais du coup, la pensée va se bonifier, j'allais dire, au fur et à mesure des actions. Alors pourquoi on a du mal à partir d'abord de l'expérimentation, d'essayer de faire plutôt que de penser d'abord? Je pense qu'on a un système éducatif qui est à l'envers de ça. Rien, à part que pour manger du gâteau et faire des courses pour les autres, il est super content. Allô? Ouais, oui, alors bien, s'il vous plaît, bien couper vos micros. Voilà. Alors, oui, je disais juste que voilà, je disais juste que notre système éducatif finalement est un peu à l'envers de cette action agir pour penser. D'abord, on apprend des concepts, des notions, mais souvent on ne sait pas trop quoi en faire. Pensez à vos zones jamais à l'école. En plus, il faut faire bien, faire juste du premier coup, donc l'erreur est culpabilisante, en rouge dans la marge. Voilà, on nous a aussi appris qu'il fallait bien se tenir à l'école, donc pas bouger. Donc la place du corps a été complètement oubliée. Or l'action, c'est le mouvement, on sait bien. Donc on apprend à penser en bougeant aussi. Et puis il y a, je dirais, une croyance sociale sur l'importance des métiers de la pensée. Alors les métiers de la pensée, c'est quoi? Je prends mon environnement d'école de commerce, c'est de la stratégie, c'est du marketing stratégique, c'est les métiers du conseil.
sur les métiers plus opérationnels, le commercial, voire les métiers manuels qui sont vus souvent dans nos sociétés comme un peu dévalorisés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sociétés, on le sait bien. Hein. Donc, nous, on a voulu un peu créer une rupture par rapport à ça et en appelant ça la création de makers, inciter à devenir des makers, des doueurs, des gens qui font, ce qui n'empêche pas, encore une fois, de réfléchir et de penser et de prendre du recul. Mais dans un contexte d'incertitude, je pense qu'il est important d'apprendre à essayer, à tester, à réajuster, à se tromper, à tomber et se relever, etc. etc. Et on lutte un peu contre un système éducationnel qui nous a un peu incité à faire l'inverse, quoi. Alors, il y a eu une première question dans le chat, merci Anne-Laure, et qui rejoint la dernière question que j'ai à te poser. C'est donc Anne-Laure pose la question de faire le lien entre performance et capacité d'agir, et que je vais compléter en te posant la question de, à ton avis, ça apporte quoi le fait de mesurer cette capacité d'agir, et c'est quoi les bénéfices en fait d'être dans cette démarche de chercher à objectiver peut-être des choses qui, jusqu'à présent, ne le sont que très peu. Voilà, enfin, tu le disais, effectivement, la performance dans certains domaines, elle garde une dimension purement qualitative. Voilà, à ton avis, ça sert à quoi toute cette dynamique dans laquelle on s'est engagé chez Humans Matter? Quel est ton point de vue là-dessus? Je vais répondre avec une formule de Deming, qui est un expert de la qualité Total dans les années 80, un expert américain, qui dit « ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas ». Donc, je pense que déjà, le premier niveau, c'est mesurer une capacité d'agir, c'est se mettre en situation de progresser, de grandir, d'apprendre, d'avoir des référentiels, etc. Donc, si on veut développer la capacité d'action, c'est-à-dire concrètement capacité à prendre des initiatives, à mener des projets, à expérimenter, il faut déjà mesurer nos compétences, nos capacités. Et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant tout le travail que vous faites par rapport à ça. Et puis, honnêtement, c'est faire évoluer nos systèmes d'apprentissage un peu traditionnels qui ne mesurent que le cerveau quelque part. Moi, il y a une grille de lecture que j'aime bien qui est la performance, c'est la tête, le cœur et la main, c'est-à-dire la raison, le cerveau, l'intellect, mais aussi le cœur, les émotions, le partage de moments forts ensemble qui fait qu'on va être bon sur un terrain de sport ou dans une entreprise. Et puis la main, c'est la capacité à faire, à passer du cerveau à la main. Voilà, aujourd'hui, on mesure que le cerveau, on mesure des connaissances, on mesure de la mémorisation, de la réflexion, voire même un regard critique. Moi, je suis très critique justement sur le regard critique, qui est aussi une bonne façon de ne pas avancer, de voir tout ce qui ne va pas dans quelque chose. Donc, bien sûr, il faut garder de la lucidité, mais il ne faut pas qu'elle nous empêche aussi d'avancer. Et donc, si on pouvait avoir, grâce à vous, des systèmes qui nous permettent de mesurer la progression dans sa capacité d'agir, c'est-à-dire dans sa capacité à prendre des initiatives, à mener des actions en mode test and learn, je crois qu'on va du coup pouvoir complètement, j'allais dire, même faire exploser un peu nos systèmes, encore une fois, d'enseignement et d'évaluation traditionnels. Donc, et ça, je pense que l'entreprise en a besoin, nos jeunes en ont besoin, et j'allais dire, la société en a besoin. Rien à ajouter. Merci. Merci infiniment, Thierry. Merci d'être resté dispo. Je sais que ce n'était pas le meilleur moment pour toi non plus, mais merci d'être resté dispo malgré ces petites difficultés qu'on a eues. Mais on est resté présent, on n'a pas lâché, on est là, on continue. Et puis, je repasse la main à Vincent et encore un grand merci Thierry et à très vite parce qu'on a des projets ensemble là-dessus. Merci à vous et à tous les participants. Restez bien parce que la suite est aussi passionnante sur maintenant comment on fait, quoi. Merci Thierry. Allez, à bientôt. Vincent, je te repasse la main. Merci beaucoup Thierry, merci Alexandre. On va prendre la suite et j'invite Stéphanie à venir me rejoindre sur l'écran. Donc, alors Stéphanie, je vais te présenter ta bio quand même, juste avant de t'interviewer. Donc, Stéphanie est docteure en psychologie, orientée sur la psychologie cognitive et la psychologie de la santé, chercheur et data scientist. Après un parcours universitaire en tant qu'enseignante et ingénieure de recherche, Stéphanie est actuellement data scientist au sein de Humans Matter. Elle s'intéresse plus particulièrement à certains modèles adaptés aux problématiques d'ordre psychologique, tels que les modèles transactionnels du stress, la résistance au changement et tout ce qui est lié à la prise de décision, à la capacité d'agir dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du travail. Voilà, alors on va passer quelques 20 minutes ensemble et puis on va aller dans le cœur du moteur. Comment mesurer la capacité d'agir? Mais d'abord, qu'appelle-t-on la capacité d'agir, Stéphanie?
Alors, c'est déjà la capacité à agir ou d'agir, comme tu préfères, regroupe un certain nombre de concepts. Alors, on va parler du premier qui est l'agentivité. C'est vraiment la capacité à diriger nos actes vers un objectif, mais aussi à revenir sur ces actes-là pour essayer d'en apprendre quelque chose, pour pouvoir les modifier éventuellement aussi si on voit que ça ne colle pas par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Donc, c'est pas, cette agentivité, ce n'est pas simplement agir pour agir, hein, ce n'est pas faire du vent. C'est vraiment pouvoir conceptualiser de A jusqu'à Z nos actes par rapport à un objectif fixé. Et cette capacité à agir, elle regroupe donc aussi le développement du pouvoir agir, qu'on va appeler l'empowerment, c'est-à-dire comment on peut développer notre autonomie par rapport aux actes qu'on va mettre en place vis-à-vis de cet objectif. Et cet empowerment, il se développe tout au long de la vie, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Et ça nécessite évidemment de pouvoir prioriser ces objectifs, donc de se les représenter. Donc ça veut dire aussi les imaginer, si vous préférez, un peu comme un architecte. Donc évidemment, ça repose beaucoup sur d'autres compétences que nous, on va appeler par exemple des fonctions exécutives. Alors, on peut aussi s'imaginer que dans cette capacité d'agir, on peut aller vers plusieurs objectifs à la fois. Alors oui, mais si c'est des petits objectifs, et pas non plus trop à la fois, parce que sinon, ce qu'on risque, c'est la difficulté à pouvoir les atteindre, d'une part, l'épuisement, la saturation cognitive. Donc vraiment, cette capacité d'agir, elle dépend aussi de nos capacités à prioriser, à anticiper, à architecturaliser, si je peux m'exprimer ainsi, les objectifs qu'on se fixe. Et puis enfin, ça englobe également un certain nombre de nos croyances, de nos émotions et de nos rapports à l'environnement, c'est-à-dire la façon dont on perçoit notre environnement et dont on se pense être perçu par cet environnement également. Okay. Voilà. Okay. Alors, sur la capacité d'agir, est-ce que finalement il s'agit d'une compétence ou plutôt de traits de personnalité? En fait, c'est vraiment plutôt une compétence qui se développe. Donc, la capacité d'agir, comme je viens de le dire, elle dépend de l'empowerment. Donc, elle dépend de quelque chose qu'on est capable de développer. Et ça démarre dès la maternelle, voire même avant. Hein. Sauf que, bon, plus tard, on peut commencer à apprendre des techniques qui vont nous permettre de la développer. Donc, absolument pas figé dans le temps. Alors, ça peut dépendre de certains traits de personnalité. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui sont peut-être moins timides, c'est un trait de personnalité, plus extravertis, qui auront peut-être plus de facilité que d'autres à développer cette agentivité, mais en aucun cas, c'est un trait de personnalité. Donc, ça peut continuer à se développer. Au même titre que je parlais de la timidité, c'est un trait de personnalité. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas apprendre la parole en public. Elle est tout à fait capable de le faire, mais elle restera timide quand même. Mais pourtant, elle peut se développer sur d'autres axes. Donc, ça se développe. C'est une compétence qui se développe. Parfait. Et alors, en quoi, on en a pas mal parlé de ça, mais en quoi c'est une ressource essentielle dans le monde professionnel, cette capacité d'agir? Alors, pas que dans le monde professionnel. De façon générale, c'est quelque chose d'essentiel à la vie. Je dirais c'est presque l'essence même. Quelqu'un qui ne peut pas agir pour raison X ou Y ou qu'on empêche d'agir, c'est quelqu'un qui va, au niveau de sa santé mentale, se détériorer obligatoirement. Donc, l'action... Alors, je répète, hein, l'action, ce n'est pas uniquement bouger, ce n'est pas uniquement du mouvement. C'est aussi c'est un ensemble, c'est la pensée plus effectivement le mouvement. C'est un regroupement des deux. Et si on nous empêche de faire ça, ou si on s'empêche soi-même de le faire aussi, c'est tout à fait possible, c'est très délétère sur le plan de la santé mentale, donc y compris en entreprise. Alors, c'est délétère pour soi-même, mais c'est nécessairement aussi délétère par rapport à l'équipe dans laquelle on va se trouver. Parce qu'on devient... on bloque les actions des autres qui se posent des questions parce que c'est des freins permanents. Donc, cette agentivité, elle est vraiment impérative dans le fonctionnement d'une équipe et dans le fonctionnement aussi de la personne
pour un bien-être, je dirais, général d'une part, et puis pour l'avancée, évidemment, des projets qui sont en cours. Ça paraissait évident. Mais comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment pas agir pour agir. Donc, c'est vraiment une agentivité réfléchie, conçue et ensemble. En fait, si on parle de travail, c'est vraiment un travail d'équipe. Très bien. Alors, on va aller un peu plus dans le détail. Sur quoi repose cette capacité d'agir et comment la mesure-t-on finalement? Alors, elle repose sur, évidemment, à la base, il y a beaucoup de ce qui est relié à la motivation. Hein, ce qui va nous pousser à agir, c'est principalement nos motivations que je qualifierais de primaires. Alors, évidemment, il y en a plein, mais par exemple, ça peut être le fait d'avoir besoin de découvrir des choses, d'apprendre. Ça peut être au contraire le besoin de partager avec les autres. Enfin, il y a des tas de motivations déjà qui vont mettre ça en marche. Et ensuite, à partir de ces motivations-là, ce qui va activer le plus possible, c'est le CEP, le sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est un concept de Bandura qui est le cœur même de sa théorie, qui est une théorie socio-cognitive très, très importante en psychologie. Et ce CEP-là, en fait, il en existe deux, c'est-à-dire qu'on va parler d'un CEP général, donc d'un sentiment d'efficacité générale, c'est-à-dire grosso modo notre sentiment d'être capable de faire des choses dans notre vie, sur différents aspects de notre vie. Et le deuxième point, c'est des CEP plus spécifiques. Par exemple, je peux me sentir capable de faire du golf et pas du tout capable de faire du tennis, de jouer au tennis. Bon, ces CEP-là, c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille. On peut tout à fait grandir son CEP dans un domaine particulier. Mais en tous les cas, le CEP, c'est vraiment le moteur même de cette capacité d'agir. Sans croyance, parce que c'est une vraie croyance, hein, c'est je me pense capable de, je me crois capable de. Sans cette croyance-là, il ne peut pas y avoir de capacité à agir. Ensuite, il y a ce CEP, il est régulé par, on va dire, plusieurs variables qui représentent notre représentation du monde, en fait, notre façon d'interpréter notre environnement, puisque dans cette théorie-là de Bandura, ce qu'il dit, c'est qu'on est à la fois produit de notre environnement et producteur de notre environnement. Donc, c'est quelque chose qui est en lien absolument permanent. Et c'est également le fondement même de la théorie transactionnelle de Lazarus et Folkman. Et parfois, ils écrivent en direct que j'ai 15% de batterie, j'arrive. Là. Pardon. Donc, ce sont en fait, on va dire, cette représentation du monde et de notre environnement, ça peut jouer le rôle de moteur ou de frein dans l'effet du CEP sur l'agentivité. Donc, on sait que le sentiment d'efficacité personnelle, c'est le moteur principal. Mais si on fait une autre allégorie, vous êtes dans une voiture, vous avez le moteur, vous avez la carrosserie. Bon, il manque un peu les freins, le volant, le passage, enfin, le pommeau de vitesse, etc., etc. Donc, toutes ces autres variables, c'est ça. C'est ces freins et ces leviers aussi pour permettre d'activer l'ensemble. Alors, je vais les nommer quand même parce que c'est plus facile de comprendre ça. Donc, il y a une grosse variable qui s'appelle le contrôle perçu. Le contrôle perçu, il est vraiment à distinguer d'une autre qui a son rôle aussi, qu'on appelle le LOC, c'est-à-dire le locus of control, qui est une théorie de Rother. Mais elle a son importance, donc je vais un petit peu en parler très brièvement. Ce LOC, c'est justement la façon dont on fait les liens entre ce qui nous arrive et ce qu'on a fait par le passé, nos actes passés. Donc, la première façon, c'est de se dire je suis responsable de mes actes. Donc, ce qui m'arrive, c'est lié à ce que j'ai fait. La deuxième grande façon, c'est externe. Et là, il y en a deux sous-façons. C'est, on va dire, la chance. Je pense que j'ai été là au bon moment, pas au bon moment. C'est mon karma, c'est Dieu. Donc, c'est des gens un petit peu fatalistes. Et la troisième manière, c'est les autres. C'est-à-dire, à la fois, j'ai été portée par les autres ou, inversement, les autres m'ont mis les bâtons dans les roues. Et ça va conditionner le contrôle perçu. Et le contrôle perçu, lui, il est lié, intimement relié à une situation donnée.
Donc, on va avoir plus ou moins de contrôle par rapport à une situation dans laquelle on est confronté. Donc, par exemple, je peux me sentir dans une situation en ayant beaucoup de contrôle s'il s'agit de faire une omelette. Par contre, si on me dit, voilà, on est désolé, mais on t'annonce que tu as une maladie grave, je vais peut-être sentir la situation comme étant nettement moins contrôlable. Cette notion de contrôle, et bien justement, c'est quelque chose qui va agir sur notre CEP, sur notre sentiment de capacité à faire les choses et donc sur notre agentivité. La deuxième grosse variable aussi, c'est le soutien social. Le soutien, alors celui-là, cette variable-là, elle a aussi beaucoup son importance en entreprise. Le soutien social, il se divise en deux, c'est-à-dire c'est à la fois le réseau qu'on peut avoir et la satisfaction qu'on va avoir vis-à-vis de ce réseau-là dans une situation donnée. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer qu'on a un large réseau et que pour autant, ce réseau-là n'est pas forcément le plus apte à nous aider dans une situation donnée. Donc, on ne sera peut-être pas très satisfait. Et inversement, on peut considérer qu'il est particulièrement efficace. Le problème, c'est que par rapport au soutien social, ce qu'on fait par habitude, par habitude essentiellement, c'est qu'on va aller chercher systématiquement les mêmes personnes, nos proches principalement. Et nos proches ne sont pas forcément toujours les plus aptes à nous aider, à nous soutenir dans une situation particulière. Je prends des exemples. On peut très bien se dire que notre meilleure amie, elle est là, elle peut répondre à toutes nos questions, peut-être pas justement pour en apprendre beaucoup sur la maladie qu'on a à un moment donné. Mais par contre, elle va servir de soutien affectif. Donc, il faut aller chercher le soutien selon ce qu'il est capable de nous offrir, juste pour la bonne situation. Mais c'est très rare qu'on y réfléchisse avant. La troisième variable, évidemment, c'est aussi relié à nos émotions, c'est comment on perçoit la situation en termes de stress. Alors ici, on parle de stress perçu, et lui, il est relié à notre évaluation des situations. Donc, on fait deux évaluations qui ont lieu à peu près en même temps, c'est-à-dire qu'on va évaluer la situation en termes d'enjeux, de perte. En termes d'enjeux, de perte ou de défi, et fonction de cette façon de l'évaluer, être en rapport avec avec les ressources qu'on pense pouvoir avoir. Donc, ça peut être nos ressources cognitives, nos amis aussi, justement, à toutes les sortes de ressources. Et c'est ça qu'on va mettre dans la balance et qui va nous permettre de dire, ou de ressentir plus exactement, la situation comme étant plus ou moins stressante. C'est la raison pour laquelle, à situation égale, un individu va la trouver particulièrement stressante et un autre pas du tout, évidemment. Et une fois qu'on a fait tout ça, il reste une autre variable qui est ce qu'on appelle le coping. Et le coping, c'est en fait la façon dont on va s'ajuster aux situations. Et alors là aussi, il y a beaucoup à dire puisqu'il y a beaucoup de recherches actuellement qui portent sur ce qu'on va appeler un coping dispositionnel, c'est-à-dire la tendance qu'on a à s'ajuster toujours de la même façon à une situation. Pour autant, le bon ajustement, c'est un ajustement qui est relié à la situation dans laquelle on est plongé et pas à nos propres façons de réagir. Donc là, il en existe trois grandes. La première, c'est ce qu'on va appeler du coping centré sur le problème. Donc typiquement, c'est de comprendre le problème, avoir le maximum d'informations sur ce problème pour essayer de s'y adapter le mieux possible. Le second, c'est un coping qui est centré sur l'émotion et lui qui vise à réguler nos émotions. Et le troisième, à ne pas confondre avec le soutien social, le réseau et la satisfaction, c'est la recherche de soutien social. Donc ici, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour aller effectivement chercher ce soutien social. Donc le coping, c'est aussi de l'action, mais c'est une action qui vise à s'ajuster à la situation à laquelle on fait face. Il n'y a pas de bon ou mauvais coping, il y a un coping qui est ou non ajusté à la situation. Voilà. Super, Stéphanie. Alors là, on vient de voir donc les facteurs, contrôle perçu, soutien social perçu, stress perçu et le coping, la stratégie d'ajustement. Maintenant, il faut qu'on refasse le lien avec la mesure et le rôle de la mesure justement dans son développement.
Donc, comment ça fonctionne en fait, cette mesure? Comment est-ce qu'on fait le lien avec ces éléments et la mesure? Alors évidemment, il y a plein de façons d'aller mesurer l'agentivité. On a choisi, nous, de développer un modèle qui est basé sur les deux théories que je viens d'expliquer, donc à savoir celle de Bandura et celle de Lazarus et Folkman. Donc c'est un choix qui est très théorique, qui est basé sur plus de 30 ans de recherche scientifique. Voilà. Et donc cette mesure-là, ce qu'on va appeler un protocole. Donc, ça veut dire que ça englobe un certain nombre de questionnaires qui permettent de mesurer toutes les variables que je viens d'énoncer et une procédure. Et ici aussi, on a fait un choix. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux grandes façons de mesurer, soit vouloir faire des photos, c'est-à-dire plutôt un diagnostic à un moment donné de la vie d'une personne, ou alors essayer de faire une vidéo parce que nous, ce qu'on souhaite faire, c'est justement permettre aux gens de développer leur agentivité. Donc, qui dit développement dit aussi pouvoir mesurer dans le temps, donc avoir une approche longitudinale. Donc ici, c'est pour ça qu'on propose cet observatoire. Donc, on propose aux gens non pas de vérifier, même s'ils pourront le faire, bien entendu, leur niveau d'agentivité à un instant T, mais de pouvoir voir comment cette agentivité va se développer dans le temps, en fonction de ce qu'ils vont faire en fonction des solutions qu'on va apporter et de la façon dont ils vont se les approprier. Voilà, donc ici, nous, on regroupe ces questionnaires et cette approche longitudinale. Voilà. D'où l'observatoire dit dynamique, voilà, qu'on va présenter dans quelques instants. Et je rajoute qu'évidemment, nos questionnaires sont tous des questionnaires scientifiques. On n'a pas construit ça sur un coin de table ou en se disant, tiens, je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, ils sont tous basés sur des questionnaires qui ont déjà été développés sur le plan scientifique au niveau international, qui sont développés en plusieurs langues. On les a simplement réadaptés au monde du travail et on les a revalidés puisque, étant donné que ce n'est pas la même population, pas la même façon de procéder. Donc, les articles sont actuellement en cours d'écriture, donc ce sont des articles scientifiques. Donc, vraiment, le protocole qu'on propose, c'est vraiment quelque chose de très, très scientifique, de A jusqu'à Z. Parfait. Voilà, tu as répondu à ma dernière question directement. Merci infiniment, Stéphanie. Maintenant, je vais repasser la main à Jonathan et Alexandre pour nous parler justement de l'observatoire dynamique. Et puis après, on ira sur toutes vos questions et les réponses qu'on pourra y apporter. Alexandre, je te laisse la main. Oui, mais merci Vincent, merci Stéphanie. Alors, pour peut-être commencer en faisant une rapide synthèse de tous ces éléments toujours aussi passionnants partagés par Stéphanie, c'est que donc, cette capacité d'agir que l'on met donc au cœur de cet observatoire, voilà, c'est une compétence qui s'acquiert, qui se développe, très lié à cette agentivité et ce sentiment d'efficacité personnelle. Donc, c'est une compétence qui a la particularité de dépendre de facteurs environnementaux. Ils ont été énoncés par Stéphanie, on les reverra juste après. Et puis, donc, c'est une compétence qui est dynamique, c'est-à-dire qui évolue dans le temps à partir de certains événements, expériences que l'on vit, mais aussi à partir de certaines actions, interventions que l'on peut organiser afin d'anticiper et d'orienter son développement. Donc, en fait, si on dit autrement et peut-être plus simplement et directement ce que nous disent ces éléments, c'est qu'en fait, on peut agir sur la capacité d'agir. Donc, c'est peut-être la bonne nouvelle de la journée. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres, c'est pour ça que je le dis. Voilà, on peut agir sur cette capacité d'agir avec des effets que l'on peut attendre et qui ont été constatés dans différents contextes, des effets sur la santé mentale ou qu'on peut considérer d'ailleurs comme une performance mentale, c'est-à-dire vraiment la capacité à faire face et à traiter des informations et à mener des interactions dans des contextes professionnels, sur des capacités d'apprentissage, d'acquisition de nouvelles connaissances, de développement de nouveaux comportements, des effets sur l'engagement, la motivation et des effets sur la prise d'initiative, voire l'empowerment. Donc, c'est ça, en fait, le message clé aussi qu'on voulait passer.
c'est que cette capacité d'agir, c'est une compétence, on peut agir dessus et la mesure peut fortement aider à agir dessus et c'est tout le sens de cet observatoire que l'on a construit. Donc, ça, juste pour remettre à l'écran pour vous tous ces facteurs qui ont été énoncés par Stéphanie, parce qu'en fait, agir sur la capacité d'agir, concrètement, ça veut dire évaluer l'effet de ces facteurs. Donc, vous voyez, des facteurs liés à nos perceptions, le stress, soutien social, contrôle interne, externe, et les facteurs liés à nos stratégies d'ajustement, autrement dit coping. Et en fait, d'être en capacité de mesurer les effets de ces facteurs sur notre capacité d'agir, en fait, c'est déjà agir sur notre capacité d'agir puisque ça permet d'en identifier, d'en faire émerger les leviers d'action. Et donc, encore une fois, tout le sens de cet observatoire que l'on a construit est d'être en capacité d'évaluer les effets de ces facteurs et donc de permettre à chacun, aussi bien au niveau individuel que collectif, ce que Jonathan va nous expliquer dans quelques secondes, aussi bien au niveau individuel et collectif, de pouvoir se saisir de ces nouveaux leviers. Je te laisse la main maintenant, Jonathan. Oui, merci beaucoup, Alex. Peut-être juste pour revenir sur 2-3 éléments, on l'a dit tout à l'heure, la capacité d'agir, c'est une compétence qui s'acquiert et qui évolue. Et notre observatoire dynamique permet de 1, la matérialiser, 2, de la mesurer à un instant T, et surtout ce qu'on disait, c'est d'en mesurer l'évolution dans le temps. Alors quand on parle d'ailleurs d'observatoire dynamique, c'est la capacité d'agir, mais pas seulement, c'est également tous les facteurs environnementaux qu'on vient de citer. Et je dirais que l'ambition qu'on a au travers de cet observatoire, c'est de fournir à l'ensemble des acteurs qui désirent s'engager dans des démarches de transformation, des démarches de changement durable d'ailleurs, les moyens de comprendre et ensuite d'agir sur ces facteurs humains. On l'a dit à plusieurs reprises, la mesure en tant que telle, tout ce qui se mesure s'améliore ou tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est donc le point de départ de l'action sur notre capacité d'agir. Alors, tu le disais effectivement, Alexandre, quand on parle de mesure, en fait, il y a en réalité une double mesure. Une première au niveau individuel, c'est-à-dire que pour chaque collaborateur, chaque individu, la possibilité de prendre conscience de sa capacité d'agir, de comprendre les facteurs qui agissent dessus, et ensuite de se mettre en mouvement et de commencer son action sur cette capacité d'agir. Ça, c'est pour le niveau individuel. Au niveau collectif, à l'échelle d'une organisation, mais ça peut être d'ailleurs à l'échelle, je sais pas moi, d'une business unit, à l'échelle d'un groupe d'apprenants, quel que soit le collectif, ça permet d'éclairer ce collectif avec une vue différente, avec une vue inédite, on y reviendra tout à l'heure, sur ces différentes dimensions, que ce soit la capacité d'agir ou que ce soit les différents facteurs qui agissent là-dessus. Alors, si on zoome peut-être rapidement sur la partie individuelle, en tout premier lieu, et déjà le fait de s'intéresser au niveau individuel à la capacité d'agir permet d'en prendre conscience et d'en faire un élément sur lequel je peux agir. Si on s'intéresse un peu plus spécifiquement peut-être sur la mesure, ça veut dire 2 choses. 1, je suis capable d'évaluer l'effet des facteurs qui agissent sur ma capacité d'agir, c'est-à-dire que j'ai des résultats et je suis capable de comprendre quels sont les facteurs qui agissent sur ma capacité d'agir, qu'est-ce qui catalyse, on l'entendait tout à l'heure par Stéphanie, qu'est-ce qui l'inhibe et comment est-ce que, et si oui, qu'est-ce qui l'inhibe, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, se donner des premières pistes de réflexion autour de ça. Et à partir de ces résultats, j'ai également accès au sein de l'observatoire à des ressources qui permettent d'agir spécifiquement sur mon propre développement. Donc, je connais ma capacité d'agir, je comprends ce qui l'influence et je peux agir et je peux l'améliorer. Ça, c'est pour la partie individuelle. Si on zoome rapidement peut-être sur la partie collective, c'est la possibilité de mesurer et d'analyser les variations de la capacité d'agir au sein d'un collectif, au sein d'une organisation, par exemple.
C'est-à-dire que je comprends au sens large la capacité d'agir de mon collectif et comment est-ce qu'elle évolue dans le temps. Tout ça, on le verra tout à l'heure en s'appuyant sur des cartographies visuelles, sur des éléments sur lesquels je vais pouvoir zoomer et comprendre ce qui s'y passe. Et sur cette base, en fait, je suis capable d'alimenter les réflexions que j'ai actuellement sur mon collectif. Je peux alimenter mes travaux en ayant une visibilité sur ces dimensions du facteur humain. Et par exemple, détecter des leviers de changement et d'orientation, de stratégie, d'évolution de comportement au sein de mon groupe, au sein de mon organisation. On y reviendra tout à l'heure parce que je pense que c'est important, notamment avec des cas d'usage et des cas d'application assez concrets, notamment dans le milieu de l'entreprise. Alors maintenant qu'on a posé effectivement ces différentes bases, ces éléments structurants autour à la fois de la capacité d'agir et de l'observatoire dynamique, comment est-ce que ça se matérialise? Quelle est l'expérience utilisateur que je vais avoir? Peut-être pour commencer et pour poser les choses, l'observatoire dynamique, c'est une plateforme digitale sur laquelle collaborateurs, managers d'une entreprise, dirigeants peuvent se connecter. Un élément qui est central et qui est extrêmement important, c'est que c'est un espace qui est sécurisé. C'est-à-dire que chaque collaborateur, ou encore une fois un manager ou un dirigeant, il va disposer de son propre espace personnel et sécurisé. Les données qui y sont collectées, elles sont d'ailleurs hébergées sur une plateforme qui est opérée par un de nos partenaires, e-santé, qui est Anamnèse, et qui est certifiée pour l'hébergement de santé. Toutes les données qui sont à l'intérieur sont complètement anonymisées. Et peut-être un dernier point qui est très important, c'est que la participation à cet observatoire, elle est sujette à un consentement de chacun, à un consentement éclairé au démarrage quand j'arrive pour la première fois sur cette plateforme. Voilà, donc on arrive effectivement sur cette plateforme et si on prend peut-être le point de vue d'un collaborateur pour commencer. Chaque collaborateur a un accès permanent. À chaque moment, il peut avoir accès à ces mesures et à ces différentes ressources. Je reviendrai notamment sur l'aspect des ressources tout à l'heure. L'objectif, c'est bien de lui donner, en fait, et on l'a dit à plusieurs reprises, les clés de compréhension pour qu'il puisse agir sur sa capacité d'agir, et notamment en prenant en compte les différents facteurs environnementaux. Alors Alex, peut-être que tu peux nous partager quelques éléments qu'un collaborateur peut retrouver sur son espace observatoire. Oui, très rapidement, et ça va me permettre d'insister sur certains points. C'est que, donc, vous voyez, en fait, il y a des logiques de score sur ces compétences qui ont été évoquées par Stéphanie, donc agentivité, sentiment d'efficacité personnelle. Mais ce qui est le plus intéressant, peut-être, je dirais, en tout cas le plus actionnable, c'est plutôt l'histogramme que vous voyez dérouler à l'écran, qui lui mesure l'effet des facteurs. Donc l'effet du stress perçu, l'effet du contrôle perçu, interne-externe, l'effet de ces stratégies d'ajustement, etc. Et c'est ça qui donne des leviers d'action sur la capacité d'agir à chacun des collaborateurs. Et donc, les résultats sont expliqués relativement simplement pour chacun des collaborateurs. Et ensuite, vous le voyez, mais Jonathan va y rentrer un peu plus en détail juste après, il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles, qui expliquent chacun de ces facteurs pour commencer à pouvoir agir dessus, mais qui va aussi guider les collaborateurs dans un certain nombre d'actions, d'actions sur ses pensées, d'actions sur ses comportements, d'actions sur ses agissements sociaux dans le monde professionnel, dans le but de vraiment agir sur cette capacité d'agir. Et c'est aussi sur cet espace que chaque collaborateur pourra voir évoluer sa capacité d'agir au gré des différentes mesures. On passe peut-être à la mesure. Ouais. Alors,
comment est-ce qu'est organisée cette mesure au travers d'un protocole que mentionnait Stéphanie tout à l'heure. Donc, c'est un enchaînement de questionnaires issus de tout le travail et de l'étude de Humans Matter sur la capacité d'agir et qui va s'intéresser aux différentes dimensions qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent, le sentiment d'efficacité personnelle, l'agentivité et les différents facteurs environnementaux, stress perçu, coping, contrôle perçu, etc., pour n'en citer que quelques-uns. Vous voyez justement à l'écran le type de questionnaire sur lequel je vais pouvoir me positionner au travers de plusieurs questions à chaque fois sur chacune des thématiques. Ça, c'est le socle de base. Et on peut également aller plus loin, jusqu'à la personnalisation d'ailleurs de certains outils de mesure. On va aller chercher des outils spécifiques, par exemple le COPSOC qui peut être un outil pour évaluer des facteurs de risque psychosociaux au travail, ou encore un questionnaire qui va focaliser sur les aspects entrepreneuriaux. Voilà, l'idée, c'est de dire on a un socle de base et en fonction des besoins, on peut également aller plus loin. Des ressources, on commençait à l'évoquer. Donc, au sein de l'Observatoire, on va y retrouver des ressources pour aller plus loin et pour pouvoir commencer à agir sur sa capacité d'agir. On va retrouver deux grandes familles de ressources. Une première, ce sont les ressources pédagogiques, ce que vous avez notamment à l'écran. Donc, c'est des clés de lecture pour comprendre en fait à la fois la capacité d'agir et surtout les facteurs environnementaux et comment est-ce que je peux agir dessus. Par exemple, citons peut-être 2-3 exemples, c'est comment agir pour réduire, on parlait de stress perçu tout à l'heure, comment est-ce que je peux agir là-dessus parce que ça devient trop invalidant pour moi. Premier exemple. Le deuxième, ça peut être, on le mentionnait d'ailleurs tout à l'heure aussi, c'est comment est-ce que je peux agir pour me sentir davantage soutenu au sein de mon collectif, au sein de mon entourage. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça et comment est-ce que je peux agir dessus. Troisième et peut-être dernier exemple, c'est autour des stratégies d'adaptation. Quelle stratégie d'adaptation adopter face à une situation, encore une fois, qui peut être stressante pour moi, qu'elle soit d'origine interne ou qu'elle soit d'origine externe. L'idée, c'est que chacun devienne aussi acteur de développement de sa capacité d'agir et qu'il ait les ressources pour comprendre comment est-ce qu'il puisse agir dessus. Ça, je dirais que c'est la première catégorie, la première famille de ressources. La deuxième, ce sont aussi des propositions de mise en relation, alors soit avec des coachs, soit avec des professionnels de santé, afin de bénéficier d'un accompagnement spécifique si cela est à un moment donné opportun. Ça, c'est une deuxième grande famille de ressources que l'on va pouvoir retrouver sur la plateforme. Alors, si on passe peut-être du côté dirigeant ou côté entreprise, manager, quelques points clés, et je laisserai la parole ensuite à Alexandre. Le premier, c'est, et on l'a dit tout à l'heure, la capacité d'analyser et de mesurer à l'échelle collective, voir ce qui s'y passe en termes de capacité d'agir et des différents facteurs. On peut personnaliser ces vues pour comprendre ce qui s'y passe au regard des spécificités de mon collectif, de mon organisation. Je peux aussi me positionner, voir si mon groupe, quel est son positionnement vis-à-vis de mon organisation, voire même en comparaison avec des panels extérieurs, des panels d'actifs français, par exemple. Et le dernier point, ce sont des trajectoires de développement, c'est-à-dire qu'on peut anticiper l'évolution de la capacité d'agir de mon collectif. Voilà les 4 grands points, mais Alexandre, je te laisse peut-être les étayer. Oui, tu as à peu près tout dit. Et vous voyez défiler à l'écran des exemples de quoi ressemblent ces cartographies collectives. Peut-être les points à préciser, c'est qu'on est bien donc, sur une approche d'observatoire avec plusieurs temps de mesure. Mais ça, Jonathan y reviendra aussi tout à l'heure par rapport au cas d'usage. Mais donc, plusieurs temps de mesure et vraiment des aspects au niveau collectif de positionnement des groupes d'individus sur ces différentes compétences.
un dirigeant, un manager qui est, on va dire, commanditaire ou en tout cas à l'initiative de l'installation d'observatoires dans son organisation, n'aura jamais accès aux résultats, individuels des collaborateurs. Compte tenu des données qui sont manipulées, c'est juste pas possible, pas envisageable. Par contre, on est tout à fait en capacité de produire des cartographies collectives qui permettent de comprendre en fait ce qui se passe dans l'organisation et donc qui permettent d'élaborer des stratégies d'action sur ces facteurs humains dans le but de faciliter une transformation, accélérer un projet de changement, mesurer l'efficacité de programmes de formation, prévenir, être dans une démarche de prévention de risques sur les facteurs humains, etc. Et donc, le dernier point sur ces trajectoires, qui est quelque chose qu'on est encore en train de construire, et c'est pour ça que vous n'en voyez pas encore d'exemple à l'écran, mais c'est une démarche là qui deviendra prédictive et nous mettant en capacité de positionner des individus et des groupes d'individus à un moment donné sur des trajectoires possibles d'évolution de leur capacité d'agir et donc d'être dans une approche d'anticipation des actions sur les facteurs humains. Merci. Alors, j'ai vu d'ailleurs peut-être une question relative à ça. On peut passer à la partie tarification. Le modèle de l'observatoire, c'est un abonnement annuel par utilisateur et qui va être dégressif en fonction du volume. Alors, dans lequel j'ai accès, si je suis collaborateur, j'ai un accès illimité aux différentes mesures qu'on vient de voir, aux résultats qui sont issus de ces mesures. J'ai un accès aussi illimité aux ressources pédagogiques pour pouvoir agir, encore une fois, sur ma capacité d'agir et les différents facteurs environnementaux. Et puis aussi les mises en relation avec des coachs et ou des professionnels de santé que l'on mentionnait tout à l'heure. Ça, c'est pour la partie collaborateur. Et puis pour la partie entreprise, pour la partie dirigeant, pour la partie manager, c'est un accès aux cartographies et aux résultats collectifs, mais aussi à la gestion des comptes des différents collaborateurs. Alors, il y a trois grands tarifs. C'est 75 € par an et par collaborateur pour les 100 premiers collaborateurs. À partir du 101e et jusqu'au 5000e collaborateur, c'est 50 € par an. Et au-dessus de 5000, c'est 15 € par an. Si on prend un exemple, peut-être juste pour clarifier, un exemple d'une entreprise avec 500 collaborateurs, ça va être les 100 premiers collaborateurs à 75 € par an et puis les 400 collaborateurs suivants au prix de 50 € par an. Voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, usage. Et ensuite, il y a également une partie configuration et personnalisation, c'est-à-dire la possibilité de personnaliser les communications, le logo, l'URL, le mailing au nom de la société, le choix des ressources pédagogiques que l'on met à disposition dans la plateforme, aussi la possibilité de configurer l'organisation. Vous l'avez vu, il y a des rapports avec des filtres spécifiques. Il y a un accompagnement, bien évidemment, à la mise en main et à la lecture de l'ensemble de ces éléments. Et on le mentionnait aussi tout à l'heure, la possibilité de personnaliser certains outils de mesure si le collectif, si la société ou si vous avez des besoins très spécifiques qu'il faudrait compléter. Voilà, donc ça, c'est un FIS au démarrage qui est sur devis en fonction, bien évidemment, des demandes. Peut-être pour terminer, et tu le mentionnais, Alexandre, les différents cas d'usage de cet observatoire dynamique. Il y a deux grands cas d'usage qu'on a envie de mettre en avant et de partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est le lifespan, et on va dire que c'est la mesure en continu. C'est que je mesure et je suis l'évolution dans le temps de ma capacité d'agir, de mon groupe, de mon collectif, de mon entreprise.
Alors, ça peut servir, par exemple, la marque employeur. C'est une façon pour les entreprises de se différencier, de mettre en avant leur spécificité, leur approche centrée sur l'humain, surtout dans un contexte actuel où on parle de grandes démissions, on parle de mobilité, de chasse à tout va, de rétention des talents, de turnover très élevé, et dans un contexte dans lequel les employés sont aussi à la recherche de sens. Donc ça fait partie, et je dirais aussi, d'un élément de culture d'entreprise. Le deuxième point, c'est le deuxième cas d'usage, on va dire, autour de ce lifespan, c'est la prévention des risques et la politique RSE. On peut faire de la prévention en détectant des signaux faibles au sein de son collectif et des risques sur le facteur humain. Et on peut, grâce aux trajectoires que mentionnait Alexandre, aux trajectoires de développement, anticiper l'évolution de certains risques. Alors ça, c'est le premier cas d'usage, la mesure en continu, qui n'est pas exclusive d'ailleurs du deuxième cas d'usage. Tout ça est complémentaire. Je peux très bien faire du lifespan et faire de la mesure d'impact. La mesure d'impact, c'est quoi? C'est je mesure l'impact sur un collectif, sur mon organisation, d'un événement ou d'une intervention en particulier. On peut prendre l'exemple de programmes de formation ou de programmes de coaching ou quelque autre programme de développement. Par exemple, est-ce que la formation sur le management hybride que nous avons mis en place, est-ce qu'elle a eu un impact positif? Est-ce qu'elle a un impact sur la capacité d'agir de mes managers et d'ailleurs de mes collaborateurs? Ça, c'est un premier cas d'application sur la mesure. Ça veut dire qu'en amont de mon intervention, je vais faire un point de mesure, je vais en faire en pendant et après. Donc, je vais pouvoir comparer l'impact qu'a eu ce dispositif ou cette formation ou ce programme de formation sur la capacité d'agir de mes collaborateurs. Le deuxième cas d'application sur la mesure d'impact, c'est dans le cadre de transformation ou de réorganisation. Par exemple, est-ce que la transformation digitale dans laquelle nous sommes engagés, est-ce qu'elle a un impact? Quel impact a-t-elle sur la capacité d'agir de mes collaborateurs? De la même manière, avec plusieurs points de mesure, avant, pendant et après, ou en tout cas à la fin de la transformation digitale, comment est-ce que cela a évolué? Voilà peut-être quelques exemples à la fois concrets, opérationnels de mise en application de l'Observatoire dynamique, qui sont d'ailleurs live chez certains de nos clients sur certaines dimensions. Alors, ce n'est pas exhaustif, bien évidemment. Il y a plein d'autres cas d'application et j'espère qu'on aura aussi l'occasion de creuser ensemble lors de nos futurs échanges, si vous avez des questions maintenant ou par la suite après l'événement. Voilà, Vincent, peut-être que je te repasse la main. En tout cas, voilà les éléments autour de l'offre Observatoire dynamique de Humans Matter. Merci beaucoup, Jonathan et Alexandre. Voilà, il nous reste un quart d'heure pour finir dans les temps, pour justement répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat, et puis l'un d'entre nous va tenter d'y répondre. Alors, première question, est-il possible d'avoir un accès pour expérimenter justement cet observatoire dynamique? Alors, je peux peut-être répondre. Donc, oui, contactez-nous et on regarde comment on peut s'organiser. On a effectivement on va dire des campagnes, on va dire ça comme ça, en cours, qui sont ouvertes en cours, et donc on peut étudier au cas par cas la possibilité de vous faire tester. On regardera quel est le meilleur moyen de le faire. Voilà, sachant que si vous voulez, et c'est ce qu'on a bien expliqué, les bénéfices sont doubles, aussi bien au niveau individuel que collectif. Donc, il y a des éléments de spécification des organisations dans lesquelles l'observatoire est déroulé qui sont aussi importantes et qui font partie de la valeur de tout cela. Mais même réponse, effectivement, pour Armel, tout à fait, on peut tout à fait organiser le fait qu'il y ait des petits groupes d'individus qui testent, qui expérimentent, qui voient ce que ça fait pour eux.
avant de rentrer dans des déploiements plus larges, bien évidemment. Ok, donc venez surtout, hein, prenez contact avec nous pour qu'on travaille là-dessus ensemble. Clément pose la question de comment s'assurer que les utilisateurs participent à l'ensemble des temps de réponse. Ça, c'est une super bonne question, Clément, merci. En faisant en sorte que ce que l'on propose soit utile pour eux, ce dont on est convaincu, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que la particularité de ce qu'on a mis en place, et ça peut-être Stéphanie pourra rajouter des éléments là-dessus, c'est qu'on ne demande pas aux personnes, via les outils de mesure, d'évaluer des choses qui sont extérieures à eux. C'est-à-dire qu'on ne les demande pas d'évaluer comment leur organisation s'occupe d'eux. On leur demande vraiment de s'évaluer eux-mêmes, de penser à eux-mêmes, de prendre soin d'eux. Et donc, on est relativement convaincu que que ce type d'évaluation, de questionnement apporte directement de la valeur à la personne qui répond. Donc, ce n'est pas qu'une démarche de collecte de données pour l'organisation et pour que l'organisation sache mieux ce qui se passe dans ce qu'on pourrait appeler son corps social. On est bien avant tout dans une expérience, et je l'ai vu dans le chat, dans une expérience de métacognition qui apporte directement de la valeur à la personne qui répond. Stéphanie, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais alors avec ton micro, je pense. Avec le micro, c'est mieux. Je comprends la question de Clément. En fait, dans un premier temps, oui, on essaye de construire aussi ce qu'on appelle donc des trajectoires de développement. Et pour construire ces trajectoires-là, il est nécessaire d'avoir 4 temps de mesure. Bon, ce qu'on espère, c'est que d'abord, il y aura beaucoup de répondants, donc ça nous permettra d'avoir dans le lot au moins ces 4 temps de mesure. Ensuite, c'est un modèle qui quand même tolère relativement bien les données manquantes. Pardon. Donc, on n'est pas spécialement inquiet. Et enfin, comme vient de le dire Alexandre, en dehors de la construction de ces trajectoires, il est évident que l'outil, il est utile pour la personne. Donc, c'est sa propre motivation à venir y répondre. Et on ne peut pas forcer non plus les gens à venir répondre s'ils ne veulent pas le faire. Voilà. Emeline pose une question sur est-ce qu'il faut personnaliser en fait, les outils de mesure lors d'une mesure d'impact en fait? Non. On peut éventuellement les personnaliser via des consignes. C'est-à-dire que la consigne peut être modifiée, ce qui permet d'orienter un petit peu les questions, mais ce n'est pas nécessaire. La raison, elle est simple, c'est qu'on va considérer que quel que soit l'objet de la formation, logiquement, si elle a été correctement menée, c'est-à-dire un ensemble de choses, ça ne concerne pas uniquement le formateur, mais la constitution du groupe, les événements extérieurs, normalement, le CEP relié à ce qu'on a appris dans cette formation doit avoir augmenté à la fin de la formation, si on parle de mesures d'impact. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement de cibler un domaine en particulier. Puisque là, les questions, nous, elles sont orientées sur un CEP plutôt général et donc pas un CEP dédié, je ne sais pas moi, au golf, à la boulangerie, à ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment général et on est censé le voir évoluer avant et après la formation. Okay. Merci. Une question de Christine. Avez-vous déjà fait l'expérience d'utilisateurs qui expriment leur frustration d'un outil plutôt que d'une relation de personne à personne? Alors, peut-être, je ne vais peut-être pas répondre directement à la question, mais peut-être préciser, ces outils de mesure, ces plateformes n'ont absolument pas vocation à remplacer des relations de personne à personne, absolument pas. Je dirais même au contraire, puisque, comme on l'a vu, on en a parlé plusieurs fois, un des facteurs qui agit fortement sur la capacité d'agir, c'est la perception du soutien social ou c'est les stratégies d'ajustement par la recherche de soutien social. Donc, je dirais au contraire qu'on peut presque considérer l'Observatoire dynamique comme une plateforme de mise en relation, ou en tout cas comme une plateforme d'incitation
à un travail sur ces relations sociales. Donc, voilà, merci Anne-Laure. Merci Anne-Laure, tu as résumé par la phrase, c'est un outil au service de la relation, au service de la qualité des liens sociaux, la qualité des interactions. Voilà, très clairement, merci beaucoup Anne-Laure, j'aurais jamais dit mieux. Voilà. Alors, avons-nous d'autres questions? Sandrine, je crois qu'il a posé une question. Avez-vous déjà testé votre outil, notamment pour mesurer l'impact de formation? Alors, oui, je crois que, Alex, peut-être que tu peux nous en dire 2-3 mots là-dessus, mais c'est en cours. Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, je peux effectivement, j'en pose 3. Ouais, Sandrine, oui, oui. Alors, un des projets qu'on a en cours, notamment, et j'ai vu Christophe connecté tout à l'heure, il me semble, donc avec Christophe Gage, Autis Formation en région PACA, qui est un projet qui est financé par Pôle emploi, où on vient effectivement mesurer les impacts sur la capacité d'agir de formation auprès de demandeurs d'emploi. Et donc là, on est très clairement dans une approche de mesure d'impact sur cette capacité d'agir pour une population assez spécifique, hein, puisque on parle de demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi. Donc ça, c'est les premiers cas. Et cet observatoire est déjà opérationnel et opérant auprès sur la base de certains parcours de formation que l'on déroule chez Humans Matter auprès de nos clients, qu'on peut citer d'ailleurs, que sont Orange et AXA, entre autres. Donc oui, tout à fait. Collaboration avec les organismes de formation, oui aussi, puisque c'est le cas avec Autis Formation, en région PACA. Donc, tu posais 3 questions économiques. Avez-vous aussi réfléchi à vendre cet outil? Voilà, donc ça, j'y ai répondu. Que se passe-t-il si les utilisateurs observent qu'ils n'évoluent pas? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on évolue à peu près toujours quand même. Et que, à mon avis, alors là, je vais peut-être m'en remettre à la statisticienne qui est Stéphanie, la probabilité qu'un utilisateur réponde exactement les mêmes questions d'un temps de mesure à l'autre, je ne sais pas de quel ordre elle est, mais je pense qu'elle est assez faible. Oui, elle est très faible. Disons que s'il répond tous les jours, évidemment, il y a plus de chances que ça se produise, parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet d'apprentissage. Donc, ce qu'on conseille, c'est de ne pas essayer de répondre aux questions à un intervalle inférieur à 2 mois. Ensuite, on a quand même prévu tout un tas de choses aussi par rapport à des personnes qui auraient des scores très faibles. Ce qui peut tout à fait arriver, puisque cet outil, il a aussi pour particularité de mesurer, je dirais, une forme de santé mentale à l'envers. Autrement dit, au lieu de poser des questions très intrusives sur l'anxiété, la dépression, on va considérer que si le CEP est faible, si l'agentivité est faible, c'est nécessairement que la personne ne va pas bien. Donc, sur des scores extrêmement faibles ou une non-évolution sur des scores également faibles, on a prévu de renvoyer sur des psychologues, en fait. On propose l'intervention de psychologues en tous les cas. Parce que là, c'est plus spécifiquement de la formation, c'est vraiment que la personne, ça peut être un burn-out, ça peut être de l'épuisement professionnel. Enfin bon, en tous les cas, un certain nombre de choses que nous ne sommes pas aptes à prendre en charge. Donc, on est allé chercher les bonnes personnes pour le faire. En tous les cas, on le propose. Voilà. Quelques minutes pour les dernières questions. Je vois qu'il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez rajouter, qu'on n'a pas eu le temps de partager? Merci Anne-Laure. Oui, peut-être on peut du coup conclure avec Alors, attendez, tac, tac, je vois une autre question qui arrive. Est-ce qu'on peut recevoir les slides? Oui, ça doit pouvoir se faire. Replay aussi également. Donc, proposez-vous un accompagnement uniquement avec des psychologues ou également avec des coachs? Donc, effectivement, ça a été voilà, réponse de Stéphanie. Et puis, Jonathan en a parlé tout à l'heure. On est
tout à fait en capacité de mettre en relation avec des coachs. Et donc ça, on a, pour information, c'est également des offres que l'on a au sein de Humans Matter. Et donc ça fait partie aussi des éléments, on va dire, de configuration, enfin, en tout cas, on va dire d'installation de l'observatoire au sein des organisations. Et puis, alors, bon, on peut prendre la dernière question de Samia sur le degré de confidentialité des résultats. On en a parlé effectivement tout à l'heure, mais merci de la question. C'est toujours bien de le rappeler. Donc, la confidentialité est totale, en fait. C'est-à-dire que au niveau individuel, un collaborateur, il voit ses résultats, ses données, c'est ce qui l'aide. Mais dès que l'on fait soit des cartographies collectives pour une organisation, tout est absolument anonymisé. Évidemment, conformité RGPD, etc., ça va de soi. Voilà. Et pour les travaux de recherche que l'on mène, puisqu'on mène des travaux de recherche en parallèle, il y a des consentements et des choses de ce type pour assurer des aspects de conformité réglementaire. Voilà. Donc, peut-être du coup, oui, pour terminer, voilà, juste un rappel des points clés qui nous semblaient importants à retenir. Donc voilà, de notre point de vue, cette capacité à agir, vous l'avez compris, on l'a pas mal répété, je pense. C'est de notre point de vue peut-être la ressource essentielle pour une évolution durable, ce qui est quand même quelque chose de souhaitable au niveau collectif. On peut agir sur cette capacité d'agir, ça c'est aussi essentiel à retenir. Et puis donc cet observatoire qu'on a construit, qui propose aussi bien des mesures individuelles que des cartographies collectives, avec un protocole qui est inédit, c'est-à-dire que, comme le disait Stéphanie, il s'agit d'échelles validées scientifiquement, donc publiées. Validées scientifiquement veut dire publiées par des articles scientifiques, ce ne sont pas des échelles qu'on a inventées. Mais par contre, le protocole et la valorisation des données qui est faite est inédit. L'accès à des ressources pédagogiques pour permettre donc à chacun de pouvoir agir sur cette capacité d'agir en fonction de ses propres résultats. Et puis, pour revenir sur le point soulevé par Samia, le tout sur une plateforme qui est sécurisée, qui est certifiée pour la gestion de données de santé. On a préféré faire ce choix-là, même si on est sur une zone un peu grise, pour tout vous dire. Est-ce qu'on est sur de la donnée de santé ou pas? Nous, on a choisi d'aller directement là-dessus, puisqu'on considère que les choses que l'on mesure relèvent de la bonne santé mentale, mais peuvent aussi relever de risques sur ces aspects-là. Et puis, voilà. On est très content de vous avoir présenté tous ces éléments ce matin. Encore une fois, voilà, désolé pour les couacs pour ceux qui les ont vécus au démarrage. Je crois qu'on s'en est sorti quand même. Et puis, vous allez continuer d'entendre parler de nous de toute façon autour de cet observatoire, puisque on est en pleine accélération de son déploiement. Et Vincent, je te laisse la parole si tu veux nous dire le dernier mot. Tout a été dit. De toute manière, on répondra aux questions éventuelles qui n'ont pas été encore totalement répondues. Je crois que vous avez laissé suffisamment de liens sur le chat pour que vous puissiez nous retrouver, sur LinkedIn aussi. Et puis, on reviendra sûrement vers vous très rapidement pour continuer à travailler et accélérer aussi. Merci infiniment et puis à très bientôt alors. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Merci.